Bienvenue. Alors, vous êtes peut-être dit, qu'est-ce que c'est que ce titre de conférence, les 3 cons qui empêchent de passer à l'action? C'est un titre un peu provoque, volontairement, parce que j'aime bien provoquer, parce que souvent, en fait, ça reste peut-être un peu plus. Ravie d'être là ce matin, Virginie Vandermerch, directrice et fondatrice de l'école de sophrologie et de sophrothérapie, Sophrocap Academy, et nouvellement d'une nouvelle structure qui s'appelle ZenCap, qui organise des treks initiatiques dans le désert marocain notamment. Ce matin, moi j'ai envie de vous parler de l'ego. J'ai envie de vous parler de l'ego parce que ça a été un sujet qui, on va dire, a été un de mon vrai chemin, on va dire, professionnel et personnel jusqu'à maintenant, et de vous partager mon expérience par rapport à ça. Alors, c'est difficile souvent de définir l'ego. Et l'ego, moi, j'ai envie de vous le définir au départ de la vie. Vous savez, quand vous arrivez au monde et que vous naissez, et ce premier cri qui arrive quand on est là, voilà, pour la première fois et qu'on découvre le monde extérieur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, nous avons besoin d'exister, d'être reconnus par les caregiving, la nourriture affective de nos parents qui viennent poser de l'amour par rapport à nous. Et l'ego, il commence là, il se construit petit à petit, mais il commence bien là, au premier cri. L'ego, c'est vraiment pour moi à la fois le reflet de nos peurs, beaucoup nos peurs dans l'ego, nos insécurités internes, et qui sont là dès le départ de la vie aussi. L'ego, pour moi, c'est vraiment aussi tout ce qui est en lien avec les conditionnements d'amour. Je ne peux être aimée que si je suis parfaite. Je ne peux être aimée que si je suis forte, etc., etc., etc. L'ego, pour moi, c'est aussi vraiment le reflet de nos validations extérieures et vraiment aussi notre pouvoir de puissance. Et des fois, qui va se jouer aussi dans des masques d'impuissance. On pourra l'évoquer tout à l'heure. En tout cas, l'ego, parfois, peut vraiment être un énorme support de force, d'envie, de réussite, et en même temps, parfois, peut nous éloigner vraiment de notre authenticité et de notre épanouissement. Et moi, ça a été un peu les deux. Et je vais vous raconter tout ça. Et j'ai envie, et je vais oser, parce que Coluche a dit, vous savez à quoi on reconnaît des cons? C'est parce qu'ils osent. Alors je vais oser ce matin, et je vais vraiment oser vous décrire par rapport à 3 cons qui, pour moi, peuvent vraiment vous permettre de reconnaître l'ego, comment à un moment donné équilibrer tout ça. Alors juste avant, j'ai envie de vous présenter quelqu'un. C'est Georges. Georges, c'est mon ego, qui me suit partout, tout le temps, qui est avec moi, à chaque fois, dans chaque conférence, dans chaque formation que je peux partager, et qui est vraiment mon pote. En fait, j'ai appris à un moment donné, sûrement à l'apprivoiser un peu plus. Voilà, Georges, il adore être là, il adore être sur scène, et il aime bien être visible autant qu'invisible, alors on va le laisser à côté. C'est un éléphant, tout à fait. Alors, le premier con que j'ai envie de vous décrire, c'est la comparaison. La comparaison, c'est vraiment l'évaluation de soi par rapport aux autres. On s'évalue à un moment donné par rapport aux autres et on va se comparer par rapport aux autres. Alors moi, dans ma vie personnelle, j'ai bien connu ça parce que j'ai une sœur jumelle. Donc je pense que la comparaison a tourné autour de moi depuis que je suis née. Donc j'ai vraiment été sentir ça profondément, je pense, en moi. Et c'est encore en moi. Et c'est vrai que
Voilà, pas plus tard qu'hier, j'avais un stand ici. Et voilà, hein, Georges est arrivé en plein en disant « Bon alors, quelles sont les écoles de formation qui sont là, à côté ?» Ah, c'est cool! Il n'y a pas de formation dans tout ce qui est développement personnel et école de sophrologie et sophrothérapie. Je suis la seule. Ah, ça me rassure. C'est cool. Et bien sûr que j'ai reconnu Georges à ce moment-là, qui était là et qui avait besoin d'être rassuré par rapport à ça. Alors la comparaison, bien sûr, on l'a fait tous, et sûrement que vous, depuis hier, vous avez tendance à vous comparer par rapport aux autres. Oh, elle va 10 fois plus vite que moi dans sa reconversion professionnelle. Ouais, je suis sûre qu'elle va y arriver 10 fois mieux que moi. Et moi, je suis pas capable et je me sens pas OK avec ça. Et c'est là où est le danger. C'est-à-dire qu'en fait, la comparaison, elle peut amener à un complexe de supériorité ou d'infériorité, soit l'un, soit l'autre. En tout cas, c'est un piège par rapport à l'estime de soi. Et ça peut parfois amener vraiment à ce que, on ne se rende pas compte et on ne prenne pas conscience de ses propres valeurs. Alors j'ai envie de vous dire, la clé par rapport à ça, c'est vraiment avant tout de se comparer par rapport à soi-même. Est-ce qu'on vaut ? Et la deuxième clé que j'ai envie de vous donner, c'est, et souvent je l'ai fait ce matin et je l'ai fait hier, c'est d'inspirer pour s'inspirer. Donc inspirez aujourd'hui pour pouvoir vous inspirer après. J'avais passé au deuxième con. Le deuxième con, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est vraiment une réaction égotique, vraiment qui est là très souvent, et qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir tendance, et je me mets avec vous, je vais aussi avoir tendance à monter mon niveau d'exigence, à vouloir être hyper performante, et à chercher à vouloir du coup diriger tout mon environnement, et des fois un peu trop. Des fois, c'est souvent inatteignable, parfois peu réaliste, et ça arrive. Et moi, j'avais envie de vous donner un exemple par rapport au contrôle. J'ai été infirmière en réa pendant 10 ans. Bon, là, il y avait de la maîtrise, c'est certain, sinon c'était compliqué. J'ai été après sophrologue libérale. Je me suis retrouvée créateur d'entreprise sans rien y connaître sur la création d'entreprise, il y a 15 ans. J'ai voulu me précipiter par rapport à ce besoin de contrôle. Et j'ai été un peu impatiente. J'ai été jusqu'à faire des erreurs stupides. Des fois, ça m'a coûté de l'argent. Et par rapport aussi à ce besoin de contrôle, du coup, je n'ai pas toujours fait aussi confiance à des experts. Et ça m'a amené à être peut-être un peu trop, en tout cas, dans des décisions et des choix qui n'étaient pas forcément réfléchis. Et je sais que c'était Georges qui était là, parce que Georges, je peux vous dire, il a tellement envie de réussir. Et Georges, il a une peur terrible. La peur de ne pas être parfait et la peur de l'échec. J'ai été une sportive de haut niveau pendant des années, et cette peur de l'échec aussi, je l'ai vécue, expérimentée. Et ça a été très difficile pour moi pendant longtemps de me dire « Ouais, quand tu perds, tu as quelque chose à y gagner ». Petit à petit, j'ai pu, au fur et à mesure des expériences, me dire que ça pouvait être aussi vraiment chouette de pouvoir faire un pas de côté et de pouvoir peut-être, je vais vous donner une première clé, de faire une liste des choses que je ne pouvais pas contrôler. Et ça, c'est juste dans tout domaine. Et moi, je vous invite à faire cette liste de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler à 80%. Et puis, symboliquement, de la déchirer et de la brûler. Parce que tout ce que vous ne pouvez pas contrôler à 80%, la seule chose à faire, c'est de lâcher prise. Ensuite, j'ai aussi envie de vous partager les cycles de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi souvent, ça rassure les élèves de SophroCap
quand ils passent par des étapes comme ça, je reviens toujours sur cette conscience-là et cette compréhension. Lorsqu'on décide, à mon sens, de faire une reconversion professionnelle, ou même plusieurs, on se remet forcément dans l'apprentissage. Et il y a 4 cycles. Il y a tout d'abord, avant tout, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et donc, en fait, vous êtes consciemment incompétente. Bon, j'ai envie de dire, ça c'est plutôt un truc qui est cool, hein. C'est tranquille, ça. Il y a une deuxième étape, très rapidement, qui va arriver. Peut-être que vous êtes là-dedans en ce moment. C'est l'étape de vraiment, je suis consciente que je suis incompétente. Ça, c'est insupportable pour votre ego. Je vous le dis, c'est insupportable pour votre ego. Et en même temps, si vous voulez passer à la troisième étape, qui est d'être consciemment compétente, vous ne pouvez pas passer par autre chose que d'accepter d'être incompétente à un moment. Et la quatrième étape, qui est le Graal, le bonheur, que vous toucherez et que vous avez sûrement touché du doigt déjà, c'est d'être inconsciemment compétente. Ça, c'est quand vous savez, tac, il y a une intuition qui vient, vous avez l'impression que c'est même pas vous qui parlez par rapport à un sujet, une compétence, et c'est que vous sentez qu'il y a de la fluidité dans tout votre projet professionnel que vous avancez. Alors, moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose, là, tout de suite, dans la clé de cette autocompassion, parce que c'est intéressant d'utiliser l'autocompassion. Je vous propose de vous tourner vers votre voisine et de pouvoir lui dire, là, tout de suite, maintenant, en vous posant tranquillement, peut-être même en étant en position debout, je m'accepte parfaitement imparfaite. Ok, c'est bon? Et je vous invite là, vous voyez les sourires qui viennent, les gênes, comment je peux dire ça? Et c'est intéressant de pouvoir s'observer sans jugement, en tant que témoin de ça, quand je regarde quelqu'un et que j'essaie vraiment d'incarner cette acceptation et cet amour de pouvoir vraiment s'aimer parfaitement imparfaite. Et je vous encourage vivement à vous le dire chaque matin, devant votre miroir, avant de partir sur le chemin de votre reconversion professionnelle. On va passer au troisième con. J'en suis où? 20 minutes, c'est parfait. Le troisième con, c'est le combat. Le combat. Alors le combat, c'est vraiment très en lien avec la peur de ne pas être forte, qui est un de nos conditionnements, vous vous souvenez, par rapport à l'ego. L'ego, en effet, il va avoir besoin à chaque fois de chercher la reconnaissance. Et le combat, c'est une lutte, voire même une opposition, interne ou externe, pour pouvoir supporter les obstacles. Et le combat peut devenir problématique, et je peux vous dire que je connais bien ça, quand il y a de la colère, de l'obstination, et que quand, à un moment donné, il y a vraiment un énorme sentiment d'injustice ou d'impuissance. Alors j'ai envie de vous raconter un peu plus précisément à un moment donné où j'ai été trop dans le combat. Alors le combat, bien sûr, je l'ai connu déjà dans le sport de haut niveau. Je combattais contre ma sœur jumelle en compétition de tennis jusqu'à l'âge de 18 ans. Je pense elle est à Bordeaux d'ailleurs, c'est rigolo, parce que moi je ne suis pas de là, je suis de Clermont-Ferrand. Donc il y a vraiment eu ça chez moi, un combat contre. Après j'ai combattu pour amener vraiment l'humain au centre de l'écosystème de l'hôpital et vraiment le patient pour le coup. Voilà, je me suis épuisée fortement. J'ai eu la chance de ne pas aller jusqu'au burn-out, mais ça aurait pu. Et à un moment, j'ai aussi été dans un combat que je n'ai pas vu venir.
Et je pense que c'est à partir de là où tout le travail de l'ego a été fait pour moi. Je venais de monter l'école de sophro. Et je venais d'avoir un succès incroyable. Et j'avais des étoiles dans les yeux. Et je peux vous dire que Georges était surpuissant de chez surpuissant. Et j'avais le melon. Il faut être clair de ça. Et un jour, j'arrive à l'école et j'étais tellement transcendée par ça, enfin bon, c'est Georges, hein, c'est pas moi, hein, que je suis montée sur une chaise et que j'ai dit à tous ces élèves, nous allons changer le monde, ouvrir les consciences. Et en même temps que j'ai dit ça, je peux vous dire que je me suis rendu compte tout de suite que là, ça allait être compliqué, ce que je venais de faire et de dire, poussé par Georges et son enthousiasme incroyable par rapport à cette réussite. Et en effet, ce qui est arrivé derrière et les conséquences, c'est que j'ai des élèves qui n'ont forcément pas compris comment l'ego se manifestait et qui ont dénoncé des choses, et voilà, et qui, à un moment donné, m'ont pris pour un ayatollah. Voilà, et si vous voulez, derrière, il y a eu une énorme peur qui est arrivée chez moi parce qu'il y a des gens qui ont démissionné, et je me suis dit, je vais tout perdre. Je te déteste, Georges! Et j'ai vraiment voulu faire ce travail d'introspection fort, aidé bien sûr et accompagné par différents professionnels, des coachs et d'autres personnes qui m'ont aidé à faire le travail de me mettre de côté et d'essayer de regarder qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, qu'est-ce qui avait fait qu'à un moment donné, mon ego, il avait été 10 fois trop surpuissant et que du coup, voilà, ça n'avait pas été compris par tout le monde et surtout ça avait fait peur. Et là, il y avait des réactions de fuite derrière. Et pour vous dire, voilà, ce combat, je crois que moi, voilà, je suis une battante de départ. De toute façon, je suis née pour ça. Mais c'est quelque chose qui a pu être néfaste pour moi très fortement. Et par rapport à ça, à un moment, ce qui a été important pour moi, c'est de m'amener de la gratitude, de travailler sur mon propre amour de moi-même, parce qu'en fait, c'est ça qui a été découvert. C'est-à-dire que tout ce travail-là m'a permis de découvrir qu'à un moment, en fait, derrière tout ça, il y avait des peurs terribles, que je ne me sentais pas encore légitime, que voilà, que j'avais besoin de prouver, encore et encore par rapport au regard des autres. Et donc, ce n'était pas toujours adapté, et que c'était hyper important d'apprendre à m'aimer moi-même. Alors, voilà, j'ai fait ce chemin aussi, et j'ai envie de vous proposer un exercice pour aller à la rencontre de vous-même par rapport à l'amour de vous-même et la gratitude que vous pouvez vous amener. Je vais vous proposer de vous mettre en position debout, l'une face à l'autre. Je vais vous proposer de trouver une posture d'ancrage où vous sentez que l'écartement de pied est à peu près en lien et en accord avec votre bassin et vos épaules. Je vais vous proposer petit à petit de venir en contact avec votre respiration. Et là, en silence, les yeux ouverts face à l'autre, juste vous regarder pendant un moment. Et laissez faire.
C'est un chant amérindien de guérison féminine que j'ai utilisé en repartant infirmière réa Covid pendant 6 mois avec des patients. Voilà, qui peut être puissant dans ce que ça peut vouloir dire. Donc à chaque fois, moi aussi, ça fait écho à beaucoup de choses et j'ai les yeux humides. Et je sais que quand j'ai les yeux humides, c'est mon cœur qui parle. Et si vous avez eu les yeux humides, dites-vous bien que vous avez juste été à l'endroit du cœur et que ça, c'est authentique. Et quand vous vous posez face à quelqu'un dans le regard de l'autre, vous venez vous rencontrer vous-même et vous venez vous rencontrer avec authenticité. Et moi, je vous invite à venir poser régulièrement votre regard face au regard de quelqu'un d'autre et juste de le rencontrer comme ça, aussi simplement que ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est génial, on est super dans les temps. J'ai envie de vous dire, comme ça je vais pouvoir faire un peu question-réponse, j'ai envie de vous dire pour finir que, voilà, moi petit à petit, je suis venue rencontrer Georges, je suis venue apprendre à petit l'apprivoiser, voire même l'aimer. Ouais, aujourd'hui je suis capable de dire que même si des fois encore il me fait un peu défaut, j'ai appris à l'aimer inconditionnellement et ça m'aligne. Et j'ai envie de vous dire aussi que travailler à construire une estime de soi, pour moi, c'est le départ de quelque chose que vous allez vraiment réussir. Et construire sur des valeurs internes, sur des actions alignées avec vos valeurs internes, et la reconnaissance de vos propres humanités. Et ça passe par cet état de vulnérabilité que vous venez peut-être de sentir du bout des doigts par cet exercice. Alors osez aller dans votre vulnérabilité et de faire le chemin d'aller plus vers qui vous êtes vraiment. J'adore cette citation pour finir, qui dit « Qui sait ce que nous avons à traverser pour devenir celle que nous sommes vraiment ? Qui sait ce que nous avons à faire pour devenir celle que nous sommes vraiment ?» Je vous remercie. Je vous laisse 5 minutes de parole, c'est bon ? Parfait. Qui a envie de dire quelque chose ou de partager quelque chose, peut-être sur le vécu de tout à l'heure ? Une question ? Bonjour, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ce sentiment de surpuissance ou d'infériorité, personnellement je le vis et c'est un vrai piège, enfin, c'est très très douloureux parce qu'on ne sait jamais trop bien comment se situer. Du coup ma question, est-ce que c'est difficile justement de se situer? Est-ce que la réaction des autres, la façon dont ils réagissent par rapport à peut être un indicateur, quelque chose justement ou est-ce qu'au contraire, parce que la difficulté c'est est-ce que les autres le font par bienveillance pour me rappeler à l'ordre en quelque sorte, entre guillemets, ou est-ce que c'est parce que eux ont décidé de me faire du mal? Et c'est là où je trouve que c'est très compliqué entre j'ai envie d'eux, j'ai cet ego qui me motive, je veux montrer ce que je sais faire, et puis les autres qui vous disent non mais là voilà, et là du coup ça fait mal parce que on tombe et on se dit mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est eux? Merci de votre question. Voilà. Marche le micro? Oui. Moi je vais répondre avec mon expérience et mon chemin par rapport à ça. Je crois que quand vous vous rattachez à chaque fois à l'extérieur et trouver la réponse à l'extérieur, c'est difficile et c'est faussé. Parce qu'on est tous avec nos propres filtres. Et vos filtres ne sont pas les miens.
Et je crois que la principale réponse par rapport à ça, c'est de revenir à son intériorité et de voir à un moment, de s'interroger quand quelqu'un, tu vois, vient un peu nous titiller par rapport à ça. C'est où dans mon corps? Ça fait quoi dans mon corps? C'est où au niveau de mon cœur et ça fait quoi au niveau de mon cœur? Donc s'interroger vraiment sur ces sensations corporelles et ces ressentis émotionnels, parce que c'est souvent là où, en fait, où il y a vraiment la réponse. Dans l'intériorité et pas chercher à l'extérieur de nous. Merci. Je voulais savoir comment vous aviez fait pour rebondir après cette période où tout le monde vous avait lâché. J'ai eu une période très difficile où je n'arrivais plus à tenir debout. En tout cas, je sentais que mon ancrage n'était plus du tout là. Donc j'ai vraiment travaillé sur mon ancrage déjà, à revenir, à sentir que mes pieds étaient bien accrochés à la terre. Parce que réellement, c'est vrai que j'ai senti que j'arrivais plus à tenir debout, c'était compliqué. Donc je suis repassée par le corps physique, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup été courir, j'ai beaucoup été en nature, j'ai beaucoup crié en nature. Donc c'est passé par là. Un vrai moment où j'ai, pour une fois, pas subi ma solitude, mais je l'ai acceptée, je l'ai choisie. Et je me suis retrouvée seule sur des grands moments où voilà, j'ai laissé libérer les émotions qui pouvaient être là, diverses et variées, très intenses. Ça me prenait au niveau du plexus solaire très fort. Des fois, ça m'oppressait, ça m'empêchait de respirer. Après cette période-là, quand c'est passé, vraiment, je me suis fait accompagner. Il y a eu un audit qui a été fait. Il y a des personnes ressources de l'école qui sont là à chaque fois, à qui j'ai demandé véritablement d'être hyper authentique par rapport à mes attitudes que je pouvais avoir en cours. Et qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, du coup, ça pouvait réagir d'ego à ego. Et puis, je me suis faite vraiment accompagner par quelqu'un qui utilise le mouvement dansé pour aller travailler sur, petit à petit, venir beaucoup plus avec ma partie d'amour inconditionnel que l'amour conditionnel. Et voilà, d'ailleurs, que j'ai aussi défini, et qui s'appelle Tilali. Et voilà, et Tilali qui, maintenant, peut discuter tranquillement avec Georges. C'est cool. Une dernière question? Oui. Oui, quand vous parliez d'intériorité, je pensais intuition. Est-ce que c'est la même chose, enfin, de votre point de vue? Alors, l'intuition est une partie de l'intériorité pour moi. En fait, c'est la conséquence à oser venir à l'intérieur de soi, en soi, avec ou sans fermer les yeux. Des fois, c'est plus facile au départ en fermant les yeux. De venir vraiment pouvoir simplement accueillir ce qui est là le matin. Par exemple, moi, je sais que j'aime le matin, dès que je me lève, partir faire un réveil énergétique, mais qui va être très méditatif finalement, et où c'est, je trouve, le meilleur moment pour connecter à moi ce qui est là, m'aligner. Alors je fais avec des techniques respiratoires, je fais des fois avec de la visualisation, des fois c'est de la musique, des fois c'est des sons. Ça peut être plein de choses en fait. Le principal, c'est de trouver son propre rituel du matin. Et après, je laisse complètement venir ce qui vient. Et à ce moment-là, parce qu'il y a des espaces libres à l'intérieur de soi, c'est bien ça en fait la chose, en tout cas pour moi, l'intuition arrive. Et voilà, et tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition pour moi, c'est toujours juste. Donc c'est à écouter profondément et c'est à jardiner au quotidien. Merci. Je crois que c'est fini. On est dans le timing. Donc, merci, grand plaisir d'animer. Virginie, merci beaucoup. Georges adore. Allez-y, Georges adore. You